commencé cette semaine l'audition de Mohamed Abrini, accusé d'avoir joué un rôle de préparation dans les attaques de Paris et identifié comme le troisième terroriste de l'aéroport de Zaventem. C'est vous, Stanislas Eskenazi, qui le représentez. Vous êtes l'avocat de celui qu'on surnomme l'homme au chapeau. Pourquoi d'abord avoir choisi de le représenter depuis 2016, année de son arrestation? Écoutez, d'abord, j'assure sa défense aux côtés de Maître Violo. Nous sommes deux dans ce dossier et c'est vrai que je suis l'avocat originel. Et disons que ce n'est pas l'avocat qui choisit le client, c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est pas à moi qu'il faudrait poser cette question. Vous avez quand même accepté. J'ai accepté, effectivement. Voilà. Oui. Donc la question, c'est pourquoi avoir accepté? Parce que je fais ce métier, je suis avocat et je pense qu'il y a des choses à dire dans tout dossier, dont celui de Monsieur Abrini. Mohamed Abrini vient de Molenbeek, à Bruxelles, un quartier qui fut aussi le vôtre, je crois, dans votre jeunesse. C'est un quartier, c'est un des quartiers de Bruxelles dans lequel j'ai traîné comme d'autres personnes. Je veux dire, on le définit souvent comme une sorte de no man's land. J'ai pu démontrer à plusieurs personnes qui étaient venues à Bruxelles que c'est un quartier parfait, un quartier peut-être populaire, mais où il fait bon vivre aussi. Mais justement, venir de ce quartier, je crois que vous aviez d'ailleurs croisé Mohamed Abrini plus jeune. Est-ce que ça a aussi motivé votre choix de le défendre, de comprendre aussi ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu de cette radicalisation dans ce quartier? Écoutez, vouloir comprendre ce qui s'est passé dans ce quartier, je pense que tout Bruxellois, et même de manière plus générale, toute personne a envie de comprendre. Mais je pense que malheureusement les événements ont pu le montrer et le démontrer dans plusieurs cas. C'est une logique de quartier qui s'est reproduite un peu partout. On les a retrouvés dans des quartiers comme Vilvoorde pour la Belgique, pour Anvers, mais d'autres en France. Il y a eu certains quartiers où on a connu une radicalisation. C'est plutôt, j'essaie de comprendre, ou j'essaie de tenter de faire comprendre la logique qui a été mise derrière. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on attend encore des autres accusés aussi, et j'espère qu'on pourra obtenir cette réponse au terme du procès. Mardi et mercredi, Mohamed Abrini, on l'a vu, a justifié les attentats. Il y a eu aussi ses déclarations sur son désir de vivre dans un pays où s'applique la charia. Ces propos ont choqué les parties civiles. C'est vous qui lui aviez conseillé de répondre de cette manière? Donc, ce que je conseille à mon client, ça relève du secret professionnel, et je m'en garderai. Je me conseille. On ne coach pas un client accusé de fait de terrorisme. C'est pas un dossier stup. Ici, il s'agit d'une personne qui a dit sa vérité. Je rappelle qu'il a dit sa vérité 6 ans plus tard, que on verra et on demandera peut-être aux autres accusés de savoir s'ils connaissaient Mohamed Abrini à l'époque. Est-ce qu'ils pensaient exactement comme ça? 6 ans de détention en régime individuel, à regarder la TV 24 heures sur 24 et à lire des livres, ça donne une autre personne, un autre point de vue que celui qu'il avait au moment des faits pour lesquels il est poursuivi. Vous pensez qu'il s'est encore plus radicalisé? Je le pense, oui, certainement. Oui, et j'ai entendu dans le commentaire, le reportage, qu'il aurait justifié les attentats. J'ai pas entendu de justification. J'ai entendu parler de provocation. Je n'ai pas vu de provocation. Il disait qu'on répondait à la violence par la violence, aux violences des bombardements. C'est une justification, non, mais malgré tout. Il a également dit qu'il n'a pas de sang sur les mains, que lui n'est pas mêlé à ces attentats. Dans ce sens, il n'a pas participé aux attentats comme on essaie de lui faire porter une casquette de logisticien, ou c'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre au fur et à mesure des questions qui sont posées. Il a expliqué que lui, c'était pas son cas. Mais il n'a pas exprimé de remords malgré tout. Comment l'expliquez-vous? Comment réagit-il au témoignage des victimes et des proches des victimes qu'on a entendues? Est-ce qu'il y a de l'émotion chez lui, au moins? Mais écoutez, je suis assez... peut-être que je ne vis pas l'audience de la même manière que des autres personnes, peut-être que je connais mieux M. Abrini, donc je le comprends peut-être mieux, mais lorsqu'il interpelle une consoeur pour lui dire qu'il ne lui répondra pas à ses questions parce qu'elle a justement dit qu'il n'avait pas de sentiments par rapport aux victimes, il a exprimé clairement que c'était un être humain et qu'il avait un cœur comme tout le monde et que leur douleur... Il a mis sur le même pied d'égalité les douleurs des victimes françaises que celles des douleurs des victimes, comment dirais-je, des bombardements en Syrie. Ça veut pas dire qu'il nie aux victimes françaises leur douleur. Il l'exprime à sa manière. Quelle est votre stratégie de défense? On ne donne pas il n'y a pas de stratégie de défense, il y a une défense et elle s'exprimera le moment où on fera les plaidoiries. Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez justement qu'il donne sa logique aussi au moment des faits. Je ne disais pas, enfin, j'ai pas exactement dit ça, j'ai dit simplement qu'on essaie de comprendre la logique des quartiers. Mais que vous l'attendiez en tout cas. Mais il y a eu des réponses qui ont été apportées.
Dans l'opinion publique, dans les médias, Mohamed Abrini semble souvent déjà condamné. Pour vous qui êtes son avocat, est-ce que vous n'avez pas la crainte de faire de la figuration, clairement? Ben écoutez, j'ai pas l'impression d'avoir fait depuis le début du procès, j'entends pas l'affaire. Je pense que je ne suis pas, comme on dirait en expression bruxelloise, un bloom pot, un pot de fleurs, et j'ai pu le démontrer jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'entends bien le démontrer jusqu'à la fin du procès.